Et si un seul événement avait changé le cours de l'humanité? Bienvenue dans Chroniques du possible, la chaîne où l'on explore les chemins que l'histoire n'a jamais pris. Aujourd'hui, nous allons nous aventurer dans une hypothèse vertigineuse, non pas celle d'une guerre perdue, d'une invention manquée ou d'un empire effondré, mais quelque chose de bien plus fondamental, quelque chose qui touche à la racine même de ce que nous sommes. Et si notre espèce, Homo sapiens, cet être curieux, fragile et pourtant extraordinaire, avait simplement disparu il y a 70 000 ans, avant même d'avoir vraiment commencé. Avant de plonger dans ce voyage, si ces questions vous fascinent autant qu'elles nous fascinent, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne et activer la cloche. Chaque semaine, nous rouvrons ensemble les portes que l'histoire a refermées. Alors fermez les yeux un instant. Imaginez une terre sans humains, pas une terre dévastée, une terre libre. Et demandez-vous, qu'aurait-elle fait de cette liberté? Pour comprendre ce scénario, il faut d'abord revenir à un moment précis, enfoui dans la nuit des temps. Il y a environ 70 000 ans, la Terre a tremblé, et pas de manière métaphorique. Le supervolcan Toba, situé sur l'île de Sumatra, a connu l'une des éruptions les plus catastrophiques de toute l'histoire géologique récente. Une explosion d'une violence inouïe, projetant dans l'atmosphère des milliers de kilomètres cubes de cendres et de soufre. Ce nuage a voilé le soleil pendant des années, précipitant ce que les scientifiques appellent un hiver volcanique, une période de refroidissement brutal, de famines en cascade, d'extinctions massives à travers tous les continents. Les conséquences pour notre espèce ont été dévastatrices. Les analyses génétiques modernes sont formelles. La population mondiale d'Homo sapiens s'est effondrée à cette époque. Certains chercheurs estiment qu'il ne restait alors que quelques milliers d'individus sur toute la planète. Peut-être 10 000, peut-être moins. Nous sommes tous les descendants de ce minuscule groupe de survivants, réfugiés dans quelques niches favorables d'Afrique subsaharienne, accrochés à l'existence par la grâce du hasard et de la résilience. C'est ce qu'on appelle le goulot d'étranglement génétique de Toba. Et il explique en partie pourquoi la diversité génétique humaine est si faible comparée à celle d'autres espèces. Pourquoi des chimpanzés vivant dans une même forêt peuvent être génétiquement plus différents entre eux que deux humains issus de continents opposés. Nous avons frôlé l'abîme. Nous ne l'avons pas vu. Nous avons survécu. Mais qu'aurait-il suffi de si peu pour que ce ne soit pas le cas? Voilà notre hypothèse. Ce soir de la préhistoire, dans les savanes et forêts refuges d'Afrique de l'Est, le dernier groupe d'Homo sapiens ne survivent pas. Une sécheresse trop longue, une épidémie, un prédateur, un hiver volcanique qui dure une saison de trop. Les raisons importent peu. Ce qui compte, c'est l'issue. Les derniers feux s'éteignent. Les dernières voix se taisent. La dernière main qui avait peut-être tracé un signe sur une paroi rocheuse retombe dans l'obscurité. Homo sapiens disparaît, complètement, définitivement. Et la Terre, elle, continue de tourner. C'est ici que notre voyage commence vraiment. Parce que la question n'est pas seulement « que perdons-nous ?» La question, bien plus troublante, est celle-ci. Que se passe-t-il à notre place? À court terme, dans les décennies et siècles qui suivent cette disparition silencieuse, la planète ne remarque presque rien. Nous étions si peu nombreux, si localisés, que notre absence ne crée d'abord qu'un léger vide écologique en Afrique orientale. Les grands mammifères continuent leur migration. Les rivières suivent leur cours. Les forêts reprennent centimètre par centimètre les espaces que nous occupions à peine. Mais il y a d'autres humains sur Terre, ne l'oublions pas. Car en l'an moins 70 000, Homo sapiens n'est pas seul. En Eurasie, les Néandertaliens prospèrent depuis des centaines de milliers d'années. Robustes, intelligents, adaptés au froid et à la chasse, ils maîtrisent le feu, enterrent leurs morts, fabriquent des outils sophistiqués. En Asie du Sud-Est et en Indonésie, une autre espèce humaine, Homo erectus, survit encore dans certaines poches géographiques. Et peut-être d'autres encore, que nous n'avons pas encore découverts, ou que nous découvrirons dans les sédiments de demain. Sans Homo sapiens, ces espèces n'ont plus de concurrents directs pour occuper les niches écologiques africaines. Et surtout, elles n'ont plus de ce concurrent particulièrement redoutable que nous étions, celui qui, dans notre réalité, a migré hors d'Afrique et semble avoir contribué directement ou indirectement à l'extinction de presque tous ses cousins. Les Néandertaliens, libres de toute pression sapiens, entament peut-être leur propre expansion.
vers le sud, vers les côtes, vers des territoires qu'ils n'avaient jamais explorés parce que nous les y avions devancés. Ici, nous entrons dans le territoire de la grande spéculation. Mais une spéculation ancrée dans la biologie, dans l'évolution, dans ce que la science nous dit des capacités cognitives de ces autres humains. Les Néandertaliens avaient un cerveau légèrement plus volumineux que le nôtre. Ils utilisaient des pigments, de l'ocre rouge, sur leur corps et peut-être sur des surfaces. Des recherches récentes suggèrent qu'ils connaissaient des formes d'art symboliques. Ils soignaient leurs blessés. Ils transmettaient des savoirs de génération en génération. Auraient-ils développé sans nous quelque chose de comparable à ce que nous appelons la révolution cognitive? Cette explosion de créativité, de langage complexe, d'art, de spiritualité, qui caractérise Homo sapiens à partir d'environ 50 000 ans. La réponse honnête est « nous ne savons pas ». Mais la question elle-même est fascinante, parce qu'elle nous force à interroger ce que l'intelligence est vraiment. Est-elle une propriété exclusive de notre espèce? Ou est-elle une tendance que la vie, dans certaines conditions, génère presque inévitablement? Il existe une théorie en biologie évolutive selon laquelle certaines innovations, l'œil, l'aile, l'intelligence sociale, émergent de manière convergente, indépendamment, dans des lignées séparées, parce qu'elles répondent à des pressions sélectives universelles. Si c'est vrai pour l'intelligence, alors peut-être que la disparition de Sapiens n'empêche pas l'apparition d'une forme de pensée complexe. Elle la retarde, peut-être. Elle lui donne un visage différent, certainement. Imaginez des Néandertaliens 10 000 ans après notre disparition, assis autour d'un feu dans les collines d'Europe méridionale. Ils parlent, pas avec nos mots, avec les leurs. Ils transmettent des récits. Ils regardent les étoiles. Ils se demandent peut-être d'où ils viennent. C'est vertigineux, non? Une autre intelligence, une autre façon d'être conscient. Dans notre réalité, c'est Homo sapiens qui, il y a environ 12 000 ans, a inventé l'agriculture de manière indépendante en plusieurs endroits du monde, en Mésopotamie, en Chine, en Amérique centrale. Cette révolution a tout changé. La sédentarisation, la démographie explosive, les villes, les États, l'écriture, la monnaie, les empires. Sans nous, cette révolution aurait-elle eu lieu? Peut-être, mais sans doute pas de la même façon, ni au même rythme. Les Néandertaliens étaient principalement des chasseurs-cueilleurs adaptés à des environnements froids et forestiers. Leur rapport aux plantes et aux cycles saisonniers était différent du nôtre. L'agriculture néandertalienne, si elle avait émergé, aurait peut-être pris des millénaires de plus à s'imposer, ou aurait pris une forme que nous ne reconnaîtrions pas comme telle. Et sans agriculture intensive, sans la densité démographique qu'elle engendre, le monde évoluerait à un rythme fondamentalement différent, plus lent, plus dispersé, peut-être plus durable aussi. Car l'une des grandes ironies de notre aventure est que la révolution agricole, en rendant possible la civilisation, a aussi rendu possible la déforestation systématique, l'épuisement des sols et les épidémies liées à la promiscuité entre humains et animaux domestiques. Un monde sans Homo sapiens, c'est peut-être un monde où la grande mégafaune, mammouth, mastodonte, lion des cavernes, rhinocéros laineux, survit bien au-delà de ce qu'elle a fait dans notre réalité. Car si le débat scientifique reste ouvert, beaucoup d'experts considèrent que nos ancêtres chasseurs ont joué un rôle majeur dans ces extinctions massives. Sans nous, les steppes d'Eurasie et les prairies d'Amérique du Nord grouillent peut-être encore de ces géants que nous n'avons jamais vus de nos propres yeux. Avançons maintenant dans le temps. Disons 50 000 ans après notre disparition. 100 000 ans. Des durées qui donnent le vertige, mais qui, à l'échelle de l'évolution, représentent à peine un battement de cils. Si une espèce humaine survivante, néandertalienne ou une autre que nous ne connaissons pas encore, a entamé un processus de développement cognitif et culturel, à quoi ressemble-t-elle? Elle est probablement méconnaissable pour nous, non pas parce qu'elle serait inférieure ou primitive, mais parce qu'elle serait autre. Ses langues, sa musique, ses croyances, ses structures sociales, tout aurait été façonné par une biologie différente, une histoire différente, des environnements différents. Ces arts, si elle en produit, ne ressembleraient pas à nos peintures rupestres, à nos cathédrales gothiques, à nos sonates. Ils exprimeraient quelque chose que nous ne pouvons pas même imaginer. Et peut-être, c'est une des hypothèses les plus troublantes. Peut-être que cette intelligence alternative serait plus lente à dominer son environnement,
moins portée vers la conquête, la transformation brutale du monde naturel, l'accumulation. Moins impatiente en quelque sorte, parce que la vitesse avec laquelle Homo sapiens a transformé la planète est, à l'échelle géologique, proprement aberrante. En 200 ans d'industrie, nous avons modifié le climat de la Terre d'une façon qui prend normalement des millénaires. Aucune autre espèce n'a jamais fait cela. Un monde sans nous est peut-être un monde où l'intelligence émerge, mais plus lentement, plus prudemment. Un monde où la conscience se déploie comme une fleur et non comme une explosion. Projetons-nous maintenant en ce moment précis, notre époque, notre présent, mais dans cette ligne temporelle où Homo sapiens n'a jamais survécu à Toba. La Terre est verte, profondément, densément verte. Les forêts tropicales couvrent des territoires bien plus vastes que dans notre réalité. Les océans sont silencieux, pas de navires, pas de sonar, pas de plastique. Les récifs coralliens sont intacts, vivants, d'une biodiversité que nous ne pouvons qu'imaginer en regardant nos propres photos d'archives d'avant le blanchiment massif. Les grandes villes n'existent pas, du moins pas telles que nous les connaissons. Mais peut-être existe-t-il quelque part sur les rives de ce qui aurait été la Méditerranée, ou dans les vallées fertiles d'Asie du Sud-Est, des rassemblements d'êtres intelligents, des villages, des échanges, des cérémonies. Le début timide de quelque chose qui ressemble à ce que nous appelons une civilisation, mais qui n'a pas encore eu le temps, ni peut-être l'inclination de devenir un empire. Ces êtres regardent-ils le ciel? Presque certainement. Toute intelligence suffisamment développée semble inévitablement lever les yeux vers les étoiles. Ont-ils des mythes, des dieux, des peurs et des espoirs? Sans doute, parce que ces choses-là ne semblent pas appartenir exclusivement à Homo sapiens. Elles semblent appartenir à la conscience elle-même. Et quelque part dans ce monde que nous ne reconnaîtrions pas, l'un de ces êtres s'arrête peut-être devant un coucher de soleil. Il le contemple. Il ressent quelque chose qu'il n'a pas de mots pour nommer. Quelque chose qui ressemble à de l'émerveillement. Cet instant-là, au moins, nous aurions partagé. Il y a une étrange douceur dans cette réflexion. Pas de mélancolie exactement. Plutôt une lucidité. Car explorer un monde sans nous, c'est inévitablement se demander ce que nous apportons réellement à la Terre. Et la réponse est contradictoire, comme nous le sommes. Nous avons apporté la science, l'art, la compassion, la musique, la philosophie, la médecine. Nous avons regardé des étoiles et en avons compris la nature. Nous avons soigné des maladies qui tuaient depuis la nuit des temps. Nous avons imaginé des droits universels, même si nous avons souvent échoué à les respecter. Et nous avons aussi apporté la déforestation, l'extinction de masse, les guerres industrielles, la bombe atomique, la crise climatique. Ce monde alternatif, ce monde sans nous, n'est ni un paradis perdu ni une dystopie évitée. C'est simplement un autre chemin, une autre façon pour la vie de se déployer sur cette planète bleue. Et cette idée, en elle-même, contient quelque chose de profondément humiliant et profondément libérateur à la fois. Nous ne sommes pas inévitables. Nous ne sommes pas la finalité de l'évolution. Nous sommes une possibilité parmi d'autres, réalisée par hasard un soir de catastrophe volcanique, il y a 70 000 ans. Et cette conscience-là, cette humilité devant notre propre contingence, est peut-être l'une des plus belles choses que nous ayons jamais produites. Alors voilà la question que je vous laisse ce soir. Si une autre forme d'intelligence avait émergé à notre place, pensez-vous qu'elle aurait fait mieux que nous, ou reproduit les mêmes erreurs, parce que l'intelligence, quelle que soit sa forme, porte en elle cette tension entre créer et détruire? Est-ce une fatalité de la conscience ou une fatalité spécifiquement humaine? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ces conversations, c'est ce qui donne vie à cette chaîne. Et si cette hypothèse vous a touché, troublé ou simplement fait réfléchir, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime, lui aussi, regarder l'histoire depuis ses marges. La semaine prochaine, nous rouvrirons une autre porte, une autre question. Un autre chemin que le temps n'a pas pris. Chronique du possible vous attend.